Donc on va démarrer la 4e table ronde sur le thème que vous voyez, quelle politique d'accueil en lien avec la notion d'hospitalité pourrait répondre aux défis d'aujourd'hui et demain. Alors après la séquence récit et témoignage, forcément, sans parler du tout de culpabilité, il y a forcément des chocs émotionnels qui nous amènent au terme de cette journée à essayer dans cette table ronde à définir un peu... en tous les cas, essayer de débattre autour d'éléments d'analyse actuelle et prospective, d'une politique d'accueil digne de ce nom. Alors moi, j'avais prévu dans les propos liminaires de parler de la question de l'hospitalité, mais tout a été dit ce matin, notamment par Gérard Bensoussan, sur le double cliquet de l'hospitalité entre hostilité et hospitalité, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais peut-être dans cette table ronde, essayons, à travers des intervenants de grande qualité, de pouvoir effectivement intervenir autour de 4 angles. Un premier angle avec notre ami Didier Lesky, que je présenterai un peu plus dans un instant, qui amène à la fois un volet institutionnel en tant que directeur de l'OFII, mais aussi factuel, parce qu'il y a une connaissance forte en tant que directeur de l'Office de l'immigration et de l'intégration, et aussi en tant que citoyen, parce que Didier Lesky, vous l'avez sûrement entendu ou vu, c'est un invité permanent de la LICRA, quasiment un compagnon de route, comme on disait dans les vieux cénacles marxistes. Et donc à ce titre-là, il y a de la part de Didier, qui n'a d'ailleurs en tant que fonctionnaire n'a pas la langue de bois, nous permettra d'avoir des éléments d'analyse et prospective en la matière. Un angle de politique locale aussi avec Monique Gattier, qui est adjointe au maire d'Autun, en charge de la coordination des réfugiés. Et Autun est, alors je ne sais pas si l'exemplarité totale existe, mais en tous les cas une politique publique locale qui est relativement aboutie depuis 15 ans, en accueillant des réfugiés liés aux problèmes géopolitiques de manière successive depuis 15 ans, en ayant un maire assez jeune qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais Monique a toute l'expertise pour parler de cette politique publique. Et puis à côté de Monique Gattier, Jean Angy est président d'une association que, en tant que Lyonnais, moi-même je connais bien, qui s'appelle Habitat Humanisme. Habitat Humanisme est une association qui a 35 ans d'existence, qui a été créée non pas par l'abbé Pierre, mais par Bernard Devers. Et Bernard Devers est quelqu'un d'assez atypique, qui est effectivement une qualité de croyant et de prêtre, mais en même temps des capacités d'innovation assez fortes dans la gestion de cette association, qui aujourd'hui rayonne dans un certain nombre de territoires. Et Jean Angy, alors le terme est pas du tout galvaudé, mais est un peu la cheville ouvrière de la ville d'Autun, en l'occurrence sur l'accompagnement et l'intégration de ces réfugiés. Donc ce volet politique local sera important, notamment dans l'analyse actuelle et des perspectives éventuelles, puisque la ville d'Autun, nombre de maires ou d'élus viennent voir un peu ce qui se fait dans cette ville. Et puis nous avons aussi, et je l'en remercie, la présence d'Alexis Nuselovici. C'est ça d'être étranger, c'est très dur de prononcer les noms. Alexis est prof. Ça dépend pour qui. Hein? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ouais. Dans le pays d'où ce nom vient, c'est très facile à prononcer. Bien sûr. Alexis, vous êtes professeur de littérature générale et comparée à l'Université d'Aix-Marseille. Vous dirigez le groupe Transposition au sein du Centre interdisciplinaire d'études des littératures d'Aix-Marseille, mais surtout, moi j'ai lu quelques ouvrages que vous avez écrits, et vous avez énormément travaillé sur la notion d'exil, notamment à partir de La condition de l'exilé, penser l'immigration contemporaine en 2015, et plus récemment une recherche très intéressante autour du droit d'exil pour une politisation de la question migratoire que vous nous expliciterez. Et je rajouterai, pour en avoir discuté avec Alexis, qu'Alexis a aussi un volet opérationnel, puisque je crois que sur Aix, vous agissez au quotidien pour les réfugiés, et notamment à partir de la ville d'Aix, comme vous me disiez ce matin. Voilà un peu les 4 entrées que je propose. Et par rapport à avant d'aborder ces 4 entrées plus précisément, mon ami Didier Lesky trépignait tout à l'heure lors de la précédente table ronde, notamment par rapport
certains éléments qui ont été amenés, et je pense à Antoine Beaufort, par rapport au CADA, qui, je le rappelle, sont financés par l'État et externalisés par des associations. Et donc peut-être, Didier, une réaction à chaud par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure à la précédente table ronde, comme vous êtes représentant de l'État quand même. Enfin, représentant de l'État, d'abord bonjour à tous. Bien évidemment, on sait tous que c'est un sujet humainement difficile et que les débats ne peuvent pas être abordés, je dirais, enfin, il faut à chaque fois un peu de recul et ne pas être complètement pris par l'émotion, mais c'est vrai que les États et beaucoup d'États sont dans des situations un peu schizophréniques parce que ils peuvent à la fois développer des politiques d'accueil et que ces politiques d'accueil soient pas totalement suffisantes par rapport aux enjeux et en particulier aux enjeux de long terme. L'exemple de l'Italie est frappant puisque dans le même temps où les 3 bateaux ont secouru heureusement 1000 personnes, les gardes-côtes italiens en ont secouru 3000. Je veux dire, il y a 85 000 personnes qui sont arrivées sur les côtes italiennes depuis janvier. Et on est là dans une politique qui est un peu schizophrénique. Il n'y a pas un refus complet, mais il y a un bras de fer qui est le fait qu'il y aurait cette idée que dès lors que d'autres le font, l'État perd en souveraineté. Et c'est ça qui est aujourd'hui en jeu. Et puis... en ce qui concerne la France, bien évidemment, on dit souvent des choses qui, à mon avis, sont pas totalement exactes. La question syrienne ou le non-accueil des Syriens en France, eh bien, renvoie à une autre question, c'est que les gens pensent et qu'ils ont des stratégies d'exil. Ils veulent aller plutôt là qu'ailleurs, et c'est en fonction de l'histoire. Et si l'Allemagne, par exemple, a une immigration globale qui est moins marquée par le continent africain, contrairement à la France, c'est parce que nous, on a une histoire longue avec le continent africain et j'y inclus bien sûr le Maghreb. Et aujourd'hui encore, dans le pourcentage d'immigrants qu'il y a en Allemagne, le continent européen pris de manière très large est supérieur avec l'Asie par rapport au continent africain. Donc la question de la traversée de la Méditerranée est quelque chose qui touche en particulier la France du fait de cette histoire longue. Voilà. Il faudrait rajouter aussi que ces traversées de la Méditerranée, et on a parlé de la Libye, c'est une responsabilité collective que nous avons, et responsabilité collective qui en plus est partie entre guillemets des bons sentiments, puisqu'on a détruit la Libye de manière un peu systématique, sans réfléchir après aux conséquences de tout ça. Mais je rappelle, puisque... Alain a rappelé que de temps en temps, j'étais pas un fonctionnaire tout à fait atypique, comme j'ai été au cabinet de Jean-Pierre Chevènement et que j'ai été licencié du ministère de la Défense à l'époque parce que nous sommes opposés à la première guerre du Golfe, avec toutes les conséquences que ça a eu après sur l'ensemble de la région. Je voyais bien comment l'impensé de ce qui peut être fait par nous, pour reprendre l'expression d'Alain David, eh bien, peut avoir des conséquences de longue durée. Cela dit, l'État, en France, fait des choses. On avait tout à l'heure un directeur de centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le nombre de places, qui n'est jamais suffisant par rapport à la pression, a plus que doublé depuis 2015. Plus que doublé, on est aujourd'hui dans un parc d'hébergement qui est de 110 000 places, qui va encore augmenter, et c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui oriente les personnes vers ces places d'accueil qui sont aujourd'hui en plus différenciées avec la volonté de mettre en place des centres spécifiques qui correspondent aussi au débat public. On a des centres pour les personnes qui... sont victimes de discrimination en fonction de leur affirmation de genre, etc., ou d'autres choses, les femmes battues, victimes de la traite, enfin bon, toute une série de sujets qui sont à chaque fois des sujets extrêmement difficiles à prendre en charge. Et c'est vrai que l'ensemble de la politique publique est basé sur un tissu associatif qui est financé par l'État et de manière de plus en plus importante en fait, et qui en même temps se heurte au fait que globalement nous avons des institutions qui sont elles-mêmes pour l'ensemble de la population un peu défaillantes. L'OFII fait ce qui s'appelle des rendez-vous santé avec des médecins. La pénurie du personnel médical touche bien évidemment l'ensemble de la population, on le sait, mais touche en particulier ceux qui, pour nous, on aurait un besoin beaucoup plus pressant.
hein, mais ça renvoie aussi à d'autres difficultés. Les migrations, c'est la projection du chaos du monde. Hein, ce chaos du monde, il est particulièrement fort dans des pays qui ont complètement échoué dans leur décolonisation, en ce qui concerne la France, et pour lesquels nous avons des drames qui se nouent et des facilités que nous avons. Je râle toujours, bien évidemment ils ont le droit de le faire, hein, sur la facilité avec laquelle nous pensons une bonne chose que les médecins du Maghreb viennent systématiquement en France pour suppléer à la bêtise qu'a été le numerus clausus mis en place à l'hôpital au début des années 70. Mais enfin, en même temps, on affaiblit ces pays. Des courants, en particulier islamistes, expliquent que c'est la poursuite de la politique postcoloniale ou néocoloniale de la France qui se joue, et on ne réfléchit pas après aux conséquences que cela peut avoir, et au fait, par exemple, que une partie des malades suivent leurs médecins, hein, qui sont là. Mais je dirais le président de la République algérienne en tête, puisque je vous rappelle qu'il faisait soigner au Val-de-Grâce, hein, plutôt qu'à l'hôpital d'Alger, de peur sans doute des médecins algériens qui, à ses yeux, étaient moins fiables que les médecins militaires français. Hein. On est dans la schizophrénie des États, et c'est tout ça qu'il faut prendre en charge. Alors, on a renforcé les cours de français, ça a été dit, mais la difficulté majeure que nous avons, c'est d'avoir une politique de long terme d'intégration qui suppose deux choses. Prendre en charge les personnes pour les former vers les métiers pour lesquels on a des besoins, hein, plutôt que de continuer des formes de facilité. Et cette année, par exemple, l'OFIR a fait venir plus de 16 000 travailleurs saisonniers, hein, pour l'agriculture. C'est une bonne chose pour les saisonniers, mais enfin, on peut s'interroger dans un pays où on discute beaucoup de la limitation des transports du point de vue du CO2, si tout ça est tout à fait raisonnable. Enfin, c'est une autre question. Mais former les gens pour les métiers en tension. On a un deuxième sujet, c'est la non-répartition de la charge de l'accueil sur l'ensemble du territoire, et la question de la ruralité ou des départements ruraux. On pourra en reparler, mais moi je suis profondément persuadé qu'une meilleure répartition sur les territoires facilite l'intégration et les parcours d'intégration des personnes. Je sais que quand le président de la République a avancé cette idée, il y a eu tout de suite une levée de bouclier, mais l'expérience concrète que nous en avons, c'est que c'est plus facile, hein, d'avoir des parcours d'intégration dans des petites villes, hein, qu'en Île-de-France, hein, pour dire les choses très clairement. Et dans l'Île-de-France, l'hypocrisie est générale. Mais enfin, peut-être qu'à Strasbourg, si je regardais les chiffres, j'arriverais à la même conclusion. Hein, mais en Île-de-France, je rappelle que Paris, c'était 30% d'immigrés au début des années 80. Aujourd'hui, c'est 20%. C'est la logique foncière, le prix, etc. Mais enfin, il y avait plus d'immigrés dans mon quartier à Belleville quand j'étais jeune qu'il y en a aujourd'hui. Mais il y a plein de jeunes, hein, et ça fait toute l'animation du quartier. Voilà un peu les enjeux. Et c'est ça qui est devant nous. Et c'est ça qui n'est en réalité jamais vraiment discuté. Voilà. Et la question presque de la régularisation, sur laquelle j'ai un point de vue, mais je ne vais pas l'expliquer ici parce que j'ai de temps en temps une obligation de réserve, hein, c'est une manière aussi pour le patronat de ne pas réfléchir à l'attractivité des métiers, au niveau des salaires, à ce que peut être une vie bonne, à l'articulation entre l'endroit où on travaille et l'endroit où on loge. Hein, sachant qu'on a supprimé, mais elle avait ses inconvénients, l'obligation qu'a eu le patronat dans les années 50 et un peu au début des années 60, hein, dès lors qu'ils employaient dans l'industrie lourde des travailleurs, eh bien de se préoccuper de leur logement. Voilà. J'en termine là, parce que sinon je vais déraper. Merci Didier Lesky. En fait, non seulement vous avez répondu à la précédente table ronde, mais vous avez quand même donné quelques éléments que l'on retrouve d'ailleurs dans un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle, non pas le grand remplacement, mais ce grand dérangement, l'immigration en France, où les propos de Didier sont étayés de manière assez importante, et il y reviendra tout à l'heure. Peut-être sur cette question de quelle politique d'accueil en lien avec la notion d'hospitalité, une première question peut-être à Alexis. Dans votre ouvrage « Un manifeste pour le droit d'exil », vous dites que l'étranger est l'avenir du citoyen. Vous affirmez qu'à l'instar de l'extrême droite, dont l'actualité malheureusement révèle les arrière-cuisines qui sont toujours les mêmes, qu'à l'instar de l'extrême droite qui n'hésite pas à faire de la politique sur le migrant,
il est impérieux que les opinions publiques de nos démocraties fassent de la migration un sujet politique. Et tout ça, en politisant sa migration, on fait migrer la politique. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais Alexis va le simplifier pour nous tous. Simplifier, certes pas, parce que je crois que c'est tout à fait complexe. Je suis heureux que M. Leski ait pris la parole avant moi, parce que c'est un exemple pour moi de la manière dont nous devons aborder le problème. À savoir, l'État fait ceci, l'État fait cela. Oui, l'État fait son travail. C'est-à-dire que n'est pas remise en question la rationalité politique qui est derrière ces mesures, la rationalité politique derrière ces orientations. Il est évident qu'il ne s'agit pas du tout d'une attaque personnelle. On est là, on est tout à fait ouvert sur cette question. Quand je dis que le migrant est l'avenir du citoyen, c'est pour dire qu'il y a un projet politique à saisir autour de l'expérience de la migration. Que j'hésite à appeler expérience de la migration, je préfère employer le terme d'exil. Au demeurant, dans la première table ronde, il y a eu quelques débats terminologiques, mais le mot d'exilé n'a pas été cité. Ce qui est tout à fait étonnant, parce que je tiens à saluer la LICRA qui ose, qui a le courage de parler d'exil et non pas de migration. Et là, il y a quelque chose de fondamentalement dérangeant, dirais-je, pour citer mon voisin de gauche. C'est quoi l'exilé ? C'est quoi l'exilé ? Pourquoi est-ce que l'exilé n'est pas une catégorie que nous allons considérer au même titre que migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, etc. Parce que précisément ce que met en jeu l'exil échappe à cette typologie de la gestion migratoire. L'exilé dépasse le migrant dans la mesure où la condition de l'exilé est une des conditions humaines. La condition humaine, ça n'existe pas, on le sait. Il y a des conditions qui déclinent la condition humaine. Condition féminine, condition juive, condition noire, etc. L'intersectionnalité fait qu'on peut appartenir à plusieurs conditions, etc., etc. Et il est une condition humaine qui s'appelle la condition exilique, la condition de l'exilé. Nous sommes là dans l'ontologie. Être habité sur terre, c'est soit habiter sur terre comme un propriétaire, soit habiter sur terre, comme un poète disait Hölderlin, on pourrait paraphraser, comme un exilé. L'exil, c'est une habitabilité possible de la terre. Et cette habitabilité entraîne une nouvelle réflexion politique. Pourquoi avoir peur de l'exil ? Après tout, nous sommes tous des exilés du ventre de notre mère. Après tout, nous sommes tous des exilés chaque matin quand nous nous réveillons, exilés de ce monde horrible ou non de nos rêves. Exilé, c'est, comme disait Lévinas, ne pas avoir de chez soi. C'est-à-dire que la définition du soi n'est pas dépendant d'un chez soi. Exilé, c'est pouvoir être exilé sans que la question vienne immédiatement après, exilé d'où ? Je suis assez radical, effectivement, dans ces propositions-là, parce que je pense que nous sommes dans une période extrêmement grave qui nous oblige à changer, on dirait aujourd'hui, de logiciel. Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave ? Les morts en Méditerranée. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave ? Les morts dans la Manche. Est-ce que c'est grave ou pas grave les tentes que les gendarmes déchirent à Calais et ailleurs ? Est-ce que c'est grave ou pas grave ces frères et sœurs qui ne peuvent pas se laver, qui ne peuvent pas manger et qui sont à côté, juste à côté de nous ? Je crois que c'est extrêmement grave. On a parlé de la dialectique entre l'inconditionnalité et la conditionnalité. Or, la dialectique, ce n'est pas l'équilibre. La dialectique, c'est la possibilité d'aller vers un pôle ou vers l'autre pôle. Quand la situation est grave, on va vers un pôle ou vers l'autre pôle. Je crois qu'actuellement, la situation est suffisamment grave pour qu'on aille vers le pôle de l'inconditionnalité. C'est-à-dire qu'on tape sur la table et qu'on dise « basta ». Ce n'est plus supportable. Ce n'est plus supportable. Or, cette insupportabilité, je peux
l'aborder d'une certaine manière, soit par la littérature, soit par la philosophie. Je légitime ici le fait, après tout, on le disait ce matin, statisticien, historien, qu'est-ce que vient faire un prof de lettres dans cette histoire-là? La littérature, c'est précisément ce qui nous permet d'approcher l'insupportable. Vous ne pouvez pas approcher Auschwitz, lisez Primo Levi ou lisez Kertész. La littérature, et je rapproche la littérature de la philosophie, il y a la réalité dont on ne sait pas ce que c'est, soit on essaie de s'en écarter pour mieux la comprendre, comme pour essayer de voir un paysage de manière plus globale, soit au contraire on plonge dans cette réalité pour mieux la comprendre. La distanciation, ça serait la philosophie, le plongeon, ça serait la littérature. Or, la littérature, que je prétends connaître quelque peu, s'occupe d'exil depuis sa genèse. Si on prend les récits matriciels, que ce soit le récit homérique ou le récit biblique, que ce soit Ulysse, que ce soit Moïse, la littérature nous parle d'exil, jusqu'à l'Ulysse de Joyce, etc., etc., en passant par Victor Hugo, un quart de sa vie sur son îlot à Jersey-Guernesey, on ouvre Les Misérables. Les Misérables, ce grand roman national français. Mais ça commence par quoi? Ça commence par le retour de Jean Valjean, le retour du bagne, c'est-à-dire un exil géographique et un exil social. Et Cosette, qu'est-ce qu'elle est, sinon exilée, et Fanny, etc., etc., etc. Bref, la littérature nous apprend à comprendre ce qu'est l'exil. Et dès lors que cette littérature est là, cette littérature par exemple française, elle fait partie de notre culture et elle peut susciter ce qui est tout à fait urgent de susciter, à savoir une mémoire exilique. Je crois que la France et l'Europe actuellement sont en déficit de mémoire exilique, ou plus exactement que cette mémoire exilique a été désactivée. Or, il nous suffit de nous retourner, de ressusciter, de réactiver cette mémoire exilique pour pouvoir répondre. Répondre à quoi? Répondre à ce qui n'est pas une crise. Peut-être que oui, il y a deux sens à crise. Là, je parle évidemment de crise migratoire. Soit une crise, c'est un problème de gestion. Alors on gère. L'État, et dans le jeu de mots se profile, l'État gère. Bon. Soit la crise, c'est un dispositif herméneutique. La crise nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas à un niveau fondamental, et ce quelque chose qui ne va pas n'est pas local, mais systémique. Deux exemples, le Covid. Très rapidement, on en est venu à la conclusion que ce n'était pas qu'une crise sanitaire, mais aussi une crise pharmaceutique, une crise technologique, une crise sociale, etc., etc. L'Ukraine, ce n'est pas un conflit régional, c'est évidemment une crise qui met en question les relations internationales depuis plusieurs décennies, etc., etc. Donc, soit effectivement une crise, on considère qu'on la gère, c'est une crise locale, soit on considère qu'elle est révélatrice d'un dysfonctionnement. Et je pense que la soi-disant crise migratoire est révélatrice d'un fonctionnement profond qui tient à notre pensée même de ce qu'est l'État-nation aujourd'hui, notre pensée même de ce qu'est le territoire aujourd'hui. L'exil est ce qui met en jeu notre pensée territoriale qui, depuis la fin du XIXe siècle, oriente notre pensée politique. Quand cet type, dont j'ai même pas envie de prononcer le nom, dit qu'ils repartent en Afrique, mais on a oublié que M. Bardella, qui est désormais le chef du RN, lui-même avait dit « il ne s'agit pas de répartir, mais de repartir ». Piètre jeu de mots qui en dit long, c'est-à-dire c'est encore une pensée territoriale. Il y a le là-bas et le ici. Or, je crois que l'expérience exilique est ce qui vient nous montrer que la dichotomie ici et là-bas n'a plus lieu d'être. Du côté de la globalisation, on l'admet facilement. Pourquoi est-ce que du côté de notre expérience politique au quotidien, nous ne l'admettons pas? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de rêver d'un citoyen qui ne soit pas défini par une territorialité? Je ne voudrais pas abuser ici, et je terminerai simplement sur les possibilités juridiques. Je me tourne ici vers mes amis juristes. Il est possible d'accorder, par exemple, la citoyenneté européenne au-delà des citoyennetés nationales. Alors évidemment, mais c'est une utopie. Mais la Révolution française aussi était une utopie.
donner la citoyenneté européenne. Vous imaginez les migrants, les exilés, qui seraient d'une certaine manière plus européens que nous. Ceci dit, il n'y a rien de si révolutionnaire. Nietzsche parlait des Juifs comme des vrais Européens. Les Juifs comme les vrais Européens. Et dans cette parole de Nietzsche, il y a la perception que, effectivement, l'Europe doit se penser non territorialement. Et que l'accueil de l'exilé, c'est aujourd'hui la possibilité pour l'Europe de redevenir elle-même, elle qui, je le rappelle, n'est pas née en Europe, mais qui est née en Crète. La princesse phénicienne, séduite par Zeus, elle grimpe sur le dos de Zeus transformé en taureau blanc. Zeus traverse la Méditerranée et en Crète, que dis-je, elle était en Phénicie, et en Crète, la suite est de l'ordre de ce qui est condamné par la morale. C'est-à-dire que Europe était une migrante clandestine, puisque sur le dos de Zeus, j'imagine qu'elle n'avait pas de passeport. Et puis, bon, quant à la chrétienté de l'Europe, on pourrait aussi avoir quelques doutes. Bref, ce récit européen, ce récit de la genèse de l'Europe, nous met déjà sur la voie de la pensée d'une Europe qui ne serait pas territoriale. Et je pense que nous confronter aujourd'hui à l'expérience de l'exil, c'est essayer d'inventer. Je terminerai en citant Derrida. Derrida a dit ce propos tout à fait énigmatique. L'acte d'hospitalité est un acte d'invention poétique. Merci. Je connais quelques personnes dans la salle qui sont ravies par ces propos, mais en fait, moi je trouve que vos recherches sont plus que pertinentes et quelque part ça donne des chemins pour avancer, mais en même temps, je ne sais plus dans quelle table ronde il a été aussi évoqué un peu la distorsion entre la réalité pragmatique et politique, l'acceptabilité de nos sociétés contemporaines et la manière dont on peut avancer, y compris dans le sens que vous préconisez. Et peut-être que Didier Lesky, vous avez une petite réaction, alors non pas en tant que... Non, mais enfin, une réaction. C'est-à-dire que en vous écoutant, je trouve qu'il y a des choses qui m'intéressent beaucoup sur la littérature. Ça me faisait penser à une organisation qui était dans mon lycée, c'est pas celle à laquelle j'appartenais du reste, dont le slogan c'était « Le capitalisme, c'est la crise, le chômage et la guerre ». Voilà, la révolution nous coûtera moins cher. Bon, mais une fois qu'on avait dit ça, ce qui était pointé, c'est qu'effectivement, on peut dire qu'il y a un système global qui aujourd'hui produit plus de chaos encore qu'hier, et que la question pour les sociétés, parce que l'homme n'est pas complètement éthéré, eh bien, c'est de savoir comment elles prennent en charge ce chaos et comment, d'une certaine manière, parfois, elles sont obligées d'y résister. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est quelque chose qui peut angoisser une partie de la population, et on le voit à travers justement des élections. Et la question de l'absence de territorialité, si vous voulez, ça aussi fait partie de mes lectures de jeunesse, parce qu'il y a une organisation et dans la mémoire collective, il y a quelque chose qui a fondamentalement été au fil des années occulté, c'est justement la présence des Juifs dans la structuration du mouvement ouvrier. Il y a le Bund. Le Bund a théorisé et la culture, et l'absence de territorialité, et l'idée d'une citoyenneté globale. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Et c'est là la réflexion, parce que il y a à un moment donné la nécessité d'organiser quelque chose qui est effectivement territorialisé pour essayer de se défendre face à un chaos de barbarie qui n'est pas aussi simple que cela à juguler. Et ce qu'on a fait en Libye, ce qu'on a fait en Irak, ce que du reste on a mal fait en Afghanistan, eh bien ça fait partie de ce chaos qu'on est obligé de prendre en charge, mais qui ne nous rassure pas. Et il y a des régions du monde qui aujourd'hui sont des zones où la littérature est très très loin, c'est pour ne pas dire du reste qu'aucune littérature n'y est traduite et que les échanges de ce point de vue-là sont assez faibles. Bon. Pardon. Oui, il y a un siège qui nous sépare, ma chère Monique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je crois que maintenant, d'une manière un peu plus, non pas concrète, parce que tout est concret, mais peut-être ce serait intéressant, Monique Gattier, que vous puissiez nous parler de ce que la ville d'Autun fait actuellement pour les réfugiés et de comment elle peut intégrer, développer, amener un seuil d'acceptabilité très fort au niveau de la population de cette ville de 15 000 habitants
de plusieurs types de réfugiés qui arrivent et qui s'installent et qui travaillent. Je vous en prie. Merci. Ce n'est pas forcément facile de rebondir après toutes ces interventions très intéressantes, captivantes même, que nous avons depuis ce matin et que nous avons sur les tables rondes aussi de l'après-midi. J'ai été assez émue, comme beaucoup d'autres, je pense, par les témoignages tant du directeur du CADA que de ce jeune réfugié syrien. Et donc c'est un peu compliqué de rebondir après. Voilà, moi je vais essayer de témoigner en toute simplicité, vraiment en toute modestie, de ce qu'un territoire rural comme le mien peut décider de faire pour justement être un territoire d'accueil de populations déplacées, de populations réfugiées. Bien sûr, c'est pas du tout l'apanage d'Autun que d'être seul, avoir su accueillir des réfugiés. Et voilà, notre territoire a été montré tant dans des reportages lors des informations à la télé que dans des reportages un peu plus longs, parce que nous avons été en première ligne pour accueillir des réfugiés syriens 2 à 3 jours après le début du conflit. Alors pour, en quelques mots, vous présenter le territoire d'où je viens. Donc c'est en plein cœur du Morvan. Je ne sais pas si vous voyez où se situe le Morvan. C'est dans la ville la plus importante de notre territoire, c'est Dijon, notre capitale régionale. Et il se trouve que Autun donc est une ville d'un petit peu moins de 15 000 habitants qui est située au sein d'une communauté de communes de 35 000 habitants. Vous voyez que ça représente des tout petits territoires et en plus des territoires vraiment ruraux. Nous sommes éloignés de la préfecture, nous sommes à plus d'1 heure de la préfecture du département, nous sommes à peu près à 1 heure de Dijon, donc vraiment dans des territoires extrêmement ruraux. Et cette situation géographique fait que depuis longtemps, nous avons l'habitude de travailler en réseau sur ces territoires, que ce soit au niveau politique, au niveau de la communauté de communes, mais aussi que ce soit au niveau des institutions, des administrations. On parlait tout à l'heure de travail social. Les réseaux de travailleurs sociaux sur nos territoires sont particulièrement efficaces et fonctionnent depuis longtemps de par cet éloignement des grandes villes. Je pense qu'une autre caractéristique de ma ville, donc je suis adjointe au maire chargée des affaires sociales sur la ville d'Autun, je suis aussi vice-présidente de la communauté de communes et à ce titre, je suis vice-présidente du Centre intercommunal d'action sociale. Donc je disais une autre caractéristique de notre commune, c'est depuis fort longtemps une ouverture à l'autre, une ouverture à l'ailleurs. Comme beaucoup de territoires français, nous accueillons depuis longtemps des populations venues d'ailleurs, venues pour travailler sur notre territoire, venues d'ailleurs. Notre ville a des jumelages avec une ville allemande, une ville en Angleterre, en Espagne, de manière un peu plus insolite avec Kawagoe qui est situé au Japon, avec un quartier de Chengdu en Chine. Bon, j'ai un jeune maire de 35 ans qui est très ouvert sur le monde et qui nous amène beaucoup de partenariats. Et nous avons aussi, pour le coup, un partenariat très fort dans le cadre d'une coopération décentralisée avec une commune au Burkina Faso. Avant de parler d'accueil de réfugiés au sens propre du terme, ce que je voudrais dire, c'est que depuis les années 2007, 2008, 2010, nous avons accueilli sur notre territoire de nombreux travailleurs européens déplacés, des travailleurs bulgares, parce que notre territoire est un territoire où les forêts sont importantes, et donc ces travailleurs bulgares sont venus travailler dans les forêts du Morvan, d'abord seuls et puis assez rapidement, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, ils ont souhaité et ils ont réussi à faire venir leur famille également sur nos territoires. Vous imaginez bien que l'arrivée d'une bonne centaine de familles bulgares sur une ville de 15 000 habitants, c'est pas sans poser question et c'est pas sans un certain nombre de problèmes à traiter.
Surtout que ce sont des familles qui, au sein même de leur pays, étaient des familles qui vivaient la ségrégation et qui étaient assez hostiles à tout lien avec les institutions en général, les administrations, et surtout avec l'école en particulier. Donc déjà, depuis cette époque-là, nous avons eu la chance de pouvoir mener une recherche-action avec un partenaire intéressant, une association qui s'appelle sur notre territoire la Maison du patrimoine oral, et donc particulièrement avec l'ethnologue qui la dirige. Cette recherche-action a pu se mettre en place afin de se fabriquer entre partenaires, entre les élus et les partenaires, entre les élus et les populations qui arrivaient, de se fabriquer des clés de compréhension. Et donc tout ça a abouti à l'élaboration d'outils du savoir-vivre ensemble. Et voilà, l'idée était que, bon, certes, on est là pour vous aider à faire que votre arrivée sur notre territoire se passe dans les meilleures conditions possibles, mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez aussi apporter à votre territoire et comment est-ce qu'on peut, à notre territoire, et comment est-ce que tout ceci peut bien se passer. Et voilà. Donc, depuis 10 ans déjà, nous avons pas mal œuvré avec un certain nombre de partenaires, d'institutions, pour savoir accueillir d'autres populations sur notre territoire. Et lorsqu'en 2017, le gouvernement français s'est engagé dans une politique de soutien aux populations déplacées à cause de la guerre, populations du Moyen-Orient, notre maire a assez vite souhaité nous inscrire dans le cadre de ce dispositif du préfet Jean-Jacques Brault, qui était un dispositif de réinstallation des réfugiés syriens. Et nous nous sommes positionnés pour pouvoir accueillir essentiellement des familles, puisque nous sommes dans une région où nos villes vieillissent, et donc nous avons tout à fait la possibilité d'accueillir des familles, puisque les logements ne manquent pas, et les places dans les écoles non plus ne manquent pas. Donc là aussi, c'est du donnant-donnant. Nous voulons bien mettre en place un certain nombre de choses pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Et puis, faites l'effort de bien vous intégrer sur notre territoire et vivre en bon entendement avec nous. Et donc, très rapidement, le maire a voulu installer un dialogue régulier entre tous les acteurs sociaux du territoire, que ce soit au niveau des administrations, des institutions, et aussi avec toutes les associations caritatives qui ont participé à cet accueil. Donc nous nous sommes rencontrés très très régulièrement en sous-préfecture, et voilà, tout ça pour faire qu'il y ait beaucoup de coordination dans ce que nous pouvions mettre en place. Ce que je voulais dire, c'est que sur un territoire aussi rural que le nôtre, les bénévoles jouent vraiment un rôle prépondérant dans la réussite et la qualité de l'accueil. Pour nous, les élus, pour les personnels de la ville, que ce soit les personnels de la cohésion sociale ou des autres services, pour les associations, pour les bénévoles, c'est un investissement humain important. Et la mise en place d'un accueil solidaire de qualité suppose de savoir s'organiser et s'organiser avec efficacité. Donc à cette époque, nous avons accueilli 2 contingents de 40 personnes. Et les familles sont arrivées avec les procédures que vous connaissez, avec la protection subsidiaire, après avoir été rencontrées par l'OFPRA en Turquie, pour régulariser, organiser leur venue en France. À cette époque-là, dans un premier temps, nous avons été accompagnés par Coalia, qui s'est chargé de l'accompagnement social et renforcé. Et très très rapidement, le maire a souhaité que nous embauchions un de ces jeunes réfugiés
je ne me souviens plus du prénom du jeune réfugié tout à l'heure, mais qui, comme lui, a su assez rapidement s'intégrer sur notre territoire et apprendre la langue française rapidement, avec beaucoup d'aisance. Et donc, ce jeune Syrien, nous l'avons embauché à la fois comme médiateur au niveau de tout ce qui était administratif, mais aussi et surtout au niveau de toutes les questions de santé. Parce que justement, ces populations réfugiées connaissaient beaucoup de problèmes de santé physique, mais aussi psychologiques importantes. Et voilà, donc ça a été quelque chose d'assez important à ce moment-là, parce que cette personne a su justement créer, mettre en place un relationnel de qualité qui a fait que la confiance s'est établie et que le suivi santé a pu se mettre en place. Nous avions eu la chance de pouvoir accueillir, et ça a bien aidé aussi, 2 médecins d'origine syrienne, et dont l'un était pédiatre, donc ça facilite aussi beaucoup les choses. En 2018, lorsque le président de la République s'était engagé auprès de Madame Mourad pour prix Nobel de la paix pour accueillir des femmes yézidis en France, nous nous sommes également positionnés pour accueillir un certain nombre de femmes avec leurs enfants. Ces femmes avaient été victimes de nombreuses sévices de Daesh et dont elles sont arrivées également dans le cadre d'une mission organisée. Et c'est à ce moment-là que notre partenariat avec l'association, donc je laisserai à Jean expliquer un peu plus grandement comment ça s'est passé, et donc c'est à ce moment-là que nous avons commencé un partenariat avec l'association Habitat Humanisme. Et donc, quand le 24 février, on nous demandait d'accueillir 1 puis 2 familles ukrainiennes au lendemain du conflit, vous voyez que nous ne partions pas de rien, puisque depuis un certain temps, sur notre territoire, on s'était mis en route pour pouvoir accueillir des populations déplacées, et nous savions que nous pouvions compter sur des forces vives. Et c'est dès le 26 février, donc 2 jours après le début du conflit, que la première famille arrivait sur notre territoire. Il se trouve que sur Autun ou les communes environnantes, il y a une petite communauté ukrainienne qui est arrivée après la dislocation de l'Union soviétique et qui est présente sur les villages environnants. Et assez vite, nous avons su que d'autres familles allaient arriver et qu'il fallait qu'on commence à s'organiser assez rapidement. Donc ça, c'était un samedi. Dès le lundi matin, j'ai envoyé un mail à toutes les associations, à toutes les personnes bénévoles auxquelles nous songions, pour les inviter à une réunion pour s'organiser pour l'accueil des Ukrainiens. Et dès le mercredi matin, donc je parle toujours d'une petite ville de 15 000 habitants, dès le mercredi matin, nous étions plus de 70 personnes réunies pour commencer à s'organiser. Et cette fois, les familles n'arrivaient pas dans le cadre d'une organisation officielle, elles arrivaient de leurs propres initiatives sur notre territoire, et on ne savait pas du tout ce qui allait être mis en place pour l'accueil des familles ukrainiennes. Assez vite, avec le maire, nous avons décidé de mettre à disposition ce qu'on appelle des logements communaux, qui étaient des logements qui, dans le temps, étaient mis à disposition de l'Éducation nationale pour loger les enseignants. Et ces logements n'étaient plus occupés. Donc, on disposait sur la ville d'une petite dizaine de logements, T3, T4, T5, qui n'étaient pas occupés et qui n'étaient pas occupés depuis 10-15 ans. Donc, il fallait remettre en état pour pouvoir accueillir des familles. Donc, cet appel que nous avons lancé à la population locale, l'appel aux dons, a fait que des bénévoles issus de plusieurs associations ou des bénévoles à titre privé se sont mis en route et sont venus nous aider à remettre les appartements en état. Sur le même temps, de nombreuses familles, comme partout en France, ça s'est fait aussi de manière coordonnée, de nombreuses familles ont donné des meubles, de l'électroménager, de la vaisselle, etc., etc. Et cela nous a permis de pouvoir faire que ces logements soient bien équipés et puissent accueillir les familles. Assez rapidement aussi, il a fallu décider
de trouver sur la ville un lieu, un QG, où on allait pouvoir coordonner cet accueil des familles. Et c'est là que, avec le maire, nous avons décidé qu'un de nos centres sociaux serait ce QG d'accueil des familles ukrainiennes. Et voilà, ce lieu, assez rapidement, est devenu non seulement un lieu où on s'organise de manière matérielle, mais aussi un lieu où se tissent des liens, parce que dans l'accueil des familles réfugiées, il y a le côté matériel, mais on le disait aussi beaucoup ce matin, il y a aussi tout l'accueil de la souffrance de ces personnes déplacées, et un lieu chaleureux où on peut tisser des liens, c'est important. Juste, je me permets, si vous pouvez... Je vais terminer. Ouais, je suis désolé. Mais... Donc, depuis fin avril, c'est une centaine de personnes. Alors, c'est à la fois beaucoup, mais c'est très peu de familles qui sont accueillies sur notre territoire. Ça se passe plutôt bien, même si je ne vais pas me fermer les yeux à toutes les difficultés importantes qu'on rencontre. Mais voilà, ce dont témoignent les personnes accueillies. Par exemple, une maman nous disait « J'avais besoin d'un ciel paisible au-dessus de ma tête et d'un contexte dans lequel je peux apprendre à mes enfants à continuer à vivre. Je l'ai trouvé chez vous et je vous en remercie. » Voilà. Donc, tout ça pour avant que l'État, pour le coup, mette en place tout ce qui s'est mis en place dans le cadre de l'intermédiation locative, dans le cadre des aides de l'ADA, etc., etc. Et là, je laisse la place à mon collègue. Oui, merci beaucoup. À travers ce témoignage, à la fois ça répond à la question aux préconisations de Didier sur l'aménagement du territoire et les besoins locaux, notamment dans les milieux ruraux, et puis d'autre part, quand il y a une volonté de politique locale et un courage politique local, les choses et l'acceptabilité, elle est réelle, y compris vis-à-vis de la population. Donc ça donne des motifs d'espérer quand même. Jean-Gilles... Peut-être juste à ajouter, il faut une volonté politique locale forte, ça c'est vrai, c'est indispensable, des élus motivés, des équipes municipales, des services vraiment mobilisés et qui ont envie de coordonner cet accueil, mais sans tous les bénévoles et toutes les associations du territoire, même si ce sont des petites associations sur nos petites villes, c'est important, je veux dire, sans toutes ces associations, sans tous ces bénévoles, on n'aurait rien pu faire. Merci. Jean-Angy, président d'Habitat Humanisme, peut-être sur la déclinaison de cette politique. Et, il me semble que, si vous pouvez aussi toucher un mot, hier vous m'aviez parlé de l'expérimentation Pensons de famille que vous mettez en place, qui est aussi très intéressante, y compris dans le terme. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais vous dire deux mots, je pense, sur Habitat Humanisme, parce que je me suis rendu compte que les gens auxquels je parlais de l'association, du mouvement, connaissaient assez peu ce mouvement. Donc, en très peu de mots, le mouvement s'est donné comme raison d'être, d'agir en faveur du logement et de l'insertion, de la création de liens sociaux entre les personnes. Des personnes à faible revenu, des personnes défavorisées, de quelque origine que ce soit, bien entendu. Donc nous avons dans nos équipes et dans les personnes dont nous nous occupons, nous avons des personnes de toutes origines. Bien entendu, très souvent, très souvent, ces personnes sont des personnes migrantes, parce que c'est dans cette catégorie de personnes que l'on trouve des personnes défavorisées qui ont des difficultés. Dans le cadre de l'accueil de migrants à Autun en particulier, donc là je vous parle d'une association. Je voudrais vous dire deux mots aussi quand même sur la dimension du mouvement en France. Le mouvement compte 57 associations, ce sont toutes des associations de plein droit. Donc il n'y a pas d'ordre qui descend de façon en silo, vertical depuis un centre. Et le mouvement lui-même est composé de trois grandes
familles, si je puis dire, ou 3 grandes actions. Une action qui est l'action historique, le mouvement a 37 ans. L'action historique, c'est le logement des personnes, donc on construit et on loge des personnes, et surtout, on les accompagne. C'est très très important pour nous. Je dirais que le logement lui-même et la construction du logement n'étant qu'un moyen, le but final étant d'accompagner et de réinsérer les personnes. Il y a une seconde branche qui existe depuis un petit peu moins longtemps, qui est la branche médico-sociale, et notamment au niveau des personnes âgées. Nous avons la gestion ou la possession de 46 établissements médico-sociaux, genre EHPAD, ce ne sont pas tous des EHPAD, mais genre EHPAD. Nous avons quelques SSIAD, enfin je vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, on a une partie de notre mouvement qui est en faveur de ces gens-là. Et la troisième branche que nous avons, qui est plus récente, elle qui a 4 ans ou 5 ans d'existence, qui est la branche que nous appelons urgence, et l'urgence étant essentiellement sur l'accueil de migrants et la réinstallation de migrants. Ces 3 branches travaillent toutes ensemble, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 57 associations, donc chaque association s'occupe indifféremment de l'une ou l'autre de ces 3 branches en fonction des besoins qu'il y a sur son territoire. En parlant de l'urgence et du travail que nous avons effectué donc en Saône-et-Loire sur Autun, je vous dirais que c'est assez drôle, parce que l'urgence, ça commence effectivement par de l'urgence, c'est-à-dire qu'un beau matin, ou un beau soir plutôt, j'ai reçu un coup de fil du directeur de la DETS départementale, donc de me disant écoutez, il y aurait besoin d'avoir une association qui s'occuperait d'accueillir des gens d'Ukraine. Il me faut une réponse tout de suite. J'étais en vacances, je suis bénévole, j'ai une association de bénévoles également, et ça m'a été très très difficile de prendre une décision immédiatement, mais ma première réponse a été de dire banco, on y va, on va se débrouiller, et peu de temps après, nous étaient confiées les premières familles au niveau départemental. Alors là, moi, je dois souligner que le travail avec une municipalité qui comprend très bien les difficultés qu'on peut avoir et qui est très proactive sur ces difficultés et qui cherche à trouver des solutions et non pas à nous demander des résultats, fait que naturellement les choses se sont très très bien passées sur Autun et se sont dirigées pour nous essentiellement sur Autun. Autun a été en Saône-et-Loire la première ville qui a accueilli des Ukrainiens, et aujourd'hui je pense qu'au niveau du nombre de familles, sans vouloir faire de compétition sur le département, c'est sans aucun doute la ville qui accueille le plus grand nombre de familles ukrainiennes. Et d'autres migrants dont a parlé tout à l'heure Monique. J'aurais tendance à dire que notre travail, c'est de partir de l'urgence de personnes qui arrivent. On nous demande tout de suite, voilà, des personnes qui arrivent, il faut vite les loger, et de les amener vers une tranquillité et une vie qui s'intègrent très correctement. C'est-à-dire qu'il faut notre travail essentiel, c'est de ralentir ce moment difficile qu'elles ont eu, qu'elles ont traversé. On ne va pas dire leur faire oublier, parce que je pense que pour la plupart, et tous les témoignages qu'on a eus aujourd'hui nous montrent qu'elles n'oublieront probablement jamais, malheureusement. Mais en tout cas, de leur dire, mais voilà, ça y est, maintenant vous pouvez vous poser, vous pouvez vous arrêter. Alors, pour faire ça, on n'est pas les seuls en France, de loin pas. Il y a des associations qui ont des travailleurs sociaux, donc des professionnels qui ont l'habitude de faire cela, des psychologues, et c'est exactement cette méthode-là que nous employons également pour aider à cette insertion. Mais le petit plus que l'on peut avoir, chez nous, c'est l'accompagnement, qui est un accompagnement bénévole. Et cet accompagnement bénévole, je dirais que c'est un accompagnement un peu de grand frère ou de grande sœur. C'est-à-dire que c'est chez nous un bénévole qui va s'attacher à une famille et qui va entrer dans cette famille. C'est-à-dire qu'il va venir dans le domicile, frapper à la porte. Je vous donne un exemple. En Saône-et-Loire, toute nouvelle personne que l'on accompagne comme sous cette forme-là, pour nous le terme est très important. On va d'abord, la première visite qu'on va faire chez elle, c'est avec une plante, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, pour dire, voilà, on arrive, on est cette association-là, on peut vous aider, et petit à petit, on va gagner la confiance de ces personnes-là pour les aider, du point de vue de la langue. Pour les migrants, c'est
l'élément essentiel, du point de vue de la santé, du point de vue des démarches qu'il y a à faire. Et ces démarches, bien, il y a le travailleur social qui va être capable de dire vous avez la possibilité de faire cela, vous avez tel ou tel droit, mais souvent il faut aller, retourner, retourner. Et la détermination des gens s'épuise un petit peu parce qu'ils arrivent à la fin, ils en ont un petit peu assez. Et donc on va les aider à y aller, à ne pas perdre confiance et à continuer ce travail-là. Puis ensuite de les intégrer à des sorties, à des pique-niques, à des sorties dans un cinéma, à des choses qui sont des choses de la vie courante, où pour leur dire, ça y est, vous êtes arrivés, vous êtes au milieu de gens qui sont bienveillants et qui vont essayer de vous aider. On ne solutionne certainement pas tout de très très loin, mais en tout cas, essayez par l'accueil bénévole, essayez de vous aider. Et je pense que ça marche quand même relativement bien, et les personnes, qu'elles soient migrantes ou non d'ailleurs, les personnes que nous hébergeons sont des personnes qui ont petit à petit... par ce gain de confiance, arrive à trouver une aisance avec nous, et très souvent, et je crois que c'est le meilleur résultat que l'on obtient, c'est que très souvent des gens qui étaient en difficulté quelconque, petit à petit deviennent bénévoles chez nous et se mettent eux-mêmes à aider d'autres personnes. Alors pour dire deux mots sur la pension de famille, et là on sort un tout petit peu du domaine, si l'on veut, quand une personne qui est à la rue depuis longtemps, à un moment donné, à l'occasion d'une visite ou de choses de ce genre-là, ou de personnes qu'elle rencontre dans la rue pour leur donner à manger, disent je suis épuisé, je veux m'arrêter, je veux plus être dans la rue, je voudrais pouvoir intégrer un logement. Ces personnes-là, alors je suis un tout petit peu caricatural, mais vous m'en voudrez pas, vont rentrer dans un point d'accueil d'urgence et vont avoir la possibilité d'être scrutés, si je puis dire, par des travailleurs sociaux qui vont évaluer leur capacité à intégrer un logement autonome, c'est-à-dire être capable d'habiter dans un logement comme vous et moi, en payer le loyer, en payer les charges, etc. Et puis, dans le tas de ces personnes-là qui, manifestement, lorsqu'elles sont restées longtemps dans la rue, ont quand même eu un certain abandon de ce qui est la structure sociale qui nous permet de vivre tous ensemble, eh bien, ces personnes-là, on va les orienter vers un établissement qu'on appelle une pension de famille, qui va être un établissement où on va avoir une vingtaine de personnes, et où nous allons avoir des salariés qui sont là pour suivre ces personnes-là au jour le jour, pour les aider à retrouver une vie sociale, pour les aider aussi à vivre ensemble, et un groupe de bénévoles qui va s'occuper de la maison, qui va animer la maison et faire en sorte que cette pension de famille ait des projets communs. Alors, ça va commencer la plupart du temps par des projets sur la terre. On va commencer à cultiver ou des poireaux ou des tomates. C'est très, 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 très utile pour permettre à des gens de se poser. Et puis, petit à petit, ça va aller un petit peu plus loin. Et nous avons en Saône-et-Loire une expérience qui est intéressante, qui se trouve dans une autre ville, mais une ville qui est un petit peu plus petite que la ville d'Autun, donc une ville tout à fait comparable. Et dans cette ville, nous avons réussi à acquérir un terrain de 5000 m². Sur ce terrain, nous construisons un immeuble de 20 petits appartements, donc à destination d'une pension de famille, comme je vous l'ai expliqué. Et autour de cette pension de famille, sur ce terrain, puisque nous en avons la possibilité, nous construisons des maisons, nous appelons ça un béguinage, nous construisons des maisons qui contiennent chacune 4 logements. Sur les logements du rez-de-chaussée, nous logerons des seniors, et ces seniors, nous aménageons les logements, et nous sommes aidés par le département pour faire cela, pour aménager les logements de façon à ce que le logement puisse évoluer avec la personne senior. Notre idéal, c'est que le senior puisse finir sa vie dans ce logement-là. Et à l'étage, il va y avoir des familles, souvent des familles monoparentales, qui seront logées là. Et l'idée, c'est de recréer un lien social entre ces personnes qui reviennent de la rue, qui sont très très désocialisées et qui vont se retrouver dehors avec d'autres personnes qui sont soit des seniors, soit des personnes qui sont en train de travailler, qui ont une vie tout à fait normale. Et en fait, nous allons
pouvoir un petit peu aider à la resocialisation des personnes qui viennent de la rue, dans un premier temps dans notre milieu social, et puis petit à petit, cette resocialisation va s'élargir au niveau de la ville, au niveau du département, et là où voudront aller les gens. La pension de famille accueille des gens en grande difficulté, mais elle ne les force pas à partir au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Ces personnes-là peuvent rester jusqu'au moment où elles partiront à la retraite, ou elles partiront je ne sais où, mais elles n'ont pas d'obligation de quitter. Ouais. Voilà, je veux pas rester trop longtemps. Ouais. Oui, c'était, mais bon, ça me semble intéressant de cette C'est Tournu, je crois. Oui, la ville est tournue, oui. Il y avait une deuxième... Oui, vous pouvez applaudir, bien sûr. Il reste 15 minutes parce que le temps est compté, puisqu'on est accueilli à la mairie de Strasbourg en fin d'après-midi. Il y avait avant de laisser peut-être la parole en conclusion à Alexis et Didier, peut-être quelques questions dans la salle. Alors, j'insiste sur le fait que il faut que ce soit des questions et pas des interventions, les plus brefs possibles. Je suis désolé d'être maître du temps comme ça, mais sinon on dérape et derrière ça s'enchaîne. Oui, Gérard Bensoussan. Je suis désolé, c'est plus une intervention, une suggestion qu'une question, mais si vous voulez, je m'en abstiens d'emblée, hein, j'y renonce. Je voulais juste, alors je vais essayer de faire le plus vite possible. Brièvement. Je voulais dire, en écoutant Didier Lesky et également les interventions de Monique Gatier et Jean J, j'ai été d'emblée dans l'acquiescement. Dans l'acquiescement, c'est-à-dire je me dis que c'est là, c'est par là que les nervures les plus vivantes d'un accueil, qui est un accueil évidemment conditionné au sens où j'en ai parlé ce matin, c'est là qu'une politique d'accueil, dans tout ce que vous avez décrit, se met en place. Donc, j'exprime un accord. En écoutant ensuite Alexis Nousselovici, de la même façon, je ne peux qu'acquiescer aux propos. Sur la littérature, je n'ai pas le temps de développer, mais bon, tout ce qu'a écrit Proust sur la profondeur de l'individuel pour comprendre des situations concrètes et évidemment inégalées. Donc, comment faire avec ce double acquiescement? Je pense que rien ne serait plus ruineux que de nous contraindre à faire un choix entre les deux. Hein, ce serait vraiment désastreux. Alors, comment ne pas faire un choix et comment acquiescer doublement? Je voudrais suggérer, je vais essayer de le faire le plus vite possible, je vous promets, qu'il y a du côté de Lévinas quelque chose qui est une suggestion. Lévinas propose une sorte de topologie où il distingue entre ce qu'il appelle éthique, qui se joue à deux, qui se joue dans l'interpellation par le visage, dans la réponse, c'est une situation complètement inégale, asymétrique, etc., etc. Et je pense que chez Alexis Nousselovici, ce que j'ai entendu, moi, c'est une éthique au sens très précis de Lévinas. Ça ne veut pas dire une morale, à certains égards, c'est le contraire. Une éthique de l'exil. Mais ce qu'ajoute Lévinas, c'est qu'on ne peut pas tirer de l'éthique une politique. Parce que, dit-il, il y a Lévinas parle je cite son expression, de la barbarie sauvage de l'altérité. C'est donc pas du tout le penseur doucereux, c'est pas du tout un penseur altruiste. Barbarie sauvage de l'altérité. Et donc, devant cette barbarie sauvage de l'altérité, il faut la politique. La politique comme ce qui va venir, d'une certaine façon, tempérer. Je parlais ce matin de transaction. Il n'y a pas de dialectique entre les deux propos successifs. J'ai en aucun cas parlé ce matin de dialectique parce qu'il n'y a pas de médiation possible. Il y a un pli, une dynamique. On peut de façon plus ou moins à droite ou maladroite dire les choses voilà. Et donc Lévinas propose sans médiation, à côté d'une certaine manière, ce qu'il appelle lui justice. Qui fait intervenir la multiplicité, les tiers, l'État, la démocratie, l'échange égal, etc., etc. Sans médiation, précisément. En essayant de tenir, et d'une certaine façon, ce geste se retrouve chez Derrida quand il essaie lui aussi de tenir l'inconditionnalité et la multiplicité des conditions. Alors, je ne dis pas du tout que c'est une solution, je dis qu'en tout cas, c'est peut-être une voie pour
au moins éviter l'espèce de choc frontal entre deux positions qui serait une position purement, alors disons, éthique, mais au sens général, et ensuite une position de gestionnaire pragmatique. Ça me paraît devoir impérativement être évité. Voilà, j'ai été sans doute trop long. Bravo. En tous les cas, avec beaucoup d'humilité en tant que modérateur, vos propos résonnent beaucoup chez moi parce que quand j'entendais les témoignages tout à l'heure, j'étais un peu je me sentais dans la même nasse que celle dans laquelle vous vous sentiez et d'autres doivent se sentir. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, ma question s'adresse à Madame Gatier et à Monsieur Angy. Il y a pas tout à fait un an, CFDT Magazine, que je lis, voilà, puisque je suis militant CFDT, consacrait un petit dossier à cette question de l'accueil des migrants, des étrangers, qui s'intitulait d'ailleurs France Terre d'accueil. Et en le lisant, j'ai découvert l'existence de l'ANVITA, l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Je voulais savoir si vous connaissiez cette association et si vous aviez l'intention de recommander à la ville d'Autun de la rejoindre. Parce que quand on va sur leur site internet, on est assez, favorablement intéressé par la façon dont ils envisagent l'accueil des étrangers, des réfugiés et des migrants. Je vais vous répondre rapidement, je ne connais absolument pas, mais vous avez l'air d'être très positif sur... Je veux bien récupérer les coordonnées et me renseigner plus. Mais je ne connais pas. Peut-être une question en haut et peut-être après je demanderai des propos conclusifs. Il y a quelqu'un là. Oui, mais... Oui, j'ai pas entendu la question, Alain. Non, je peux vous donner des réponses. Ce n'est pas une question, c'est une réponse à votre interrogation. Je suis Marie-Dominique Dressé, je suis vice-présidente à l'Eurométropole et je fais partie des gens qui ont fondé l'Association nationale des villes et territoires accueillants, dont actuellement la coprésidence est assurée par Jeanne Barzéguian, la maire de Strasbourg, et Damien Carême, qui est l'ancien maire de Grande-Synthe et qui est député européen. Et cette association a été créée, a été fondée par cette ville, dont Strasbourg, avec le maire Roland Ries, pour lequel j'étais adjointe à l'époque, et qui a comme mission, s'est donné comme mission de rassembler, c'est un réseau de villes finalement, de territoires. Il y a des régions et des départements qui en sont membres, qui se déclarent publiquement accueillants. Strasbourg est ville hospitalière. C'est l'éternel débat sur l'accueil inconditionnel que j'avais avec le maire à l'époque, et qui est toujours un débat, mais on se déclare profondément hospitalier en disant quand les gens sont ici, nous les accueillons et nous les traitons comme des personnes résidant sur un territoire avec des droits fondamentaux à respecter et pour lesquels, s'ils ne sont pas octroyés autrement, nous devrons les entendre sur les problématiques. Donc c'est une mise en réseau de villes, de territoires. Je vous donnerai les coordonnées si vous voulez. Je peux vous donner la carte. J'Juste rapidement, il y a combien de villes en France ? Il y a, je crois, 56 villes, territoires qui en sont membres actuellement. Et on est déjà monté jusqu'à 80, je crois, et je ne sais pas où c'en est aujourd'hui. Dont la ville de Grenoble, je crois. Beaucoup de villes. Et 3 régions, je crois, et un département. Merci bien pour cette réponse. Peut-être une dernière question avant. Oui, il y a une question ici. Tout à fait. D'abord, une suggestion de lecture en écho aux propos de M. Nucelovici. Bruno Latour a écrit récemment un ouvrage qui s'appelle « Où atterrir ?» et d'une certaine manière, il nous promet à tous, il nous promet que nous sommes des exilés en puissance. Une question pour la ville d'Autun et aussi pour Habitat Humanisme, c'est, vous caractérisiez votre ville comme n'étant pas tellement différente des autres villes de la communauté de communes, mais est-ce que Autun a fait tache d'huile dans sa communauté de communes en termes de pratiques d'accueil? Alors, notre communauté de communes est composée de 55 communes,
dont la plus petite doit avoir à peu près 50 habitants et la plus grande, Autun, un petit peu moins de 15 000 habitants. Donc vous voyez, des communes avec une faible population. Et oui, bien sûr, qu'on a fait tache d'huile sur l'ensemble de la communauté de communes. Et nous, tout comme nous sommes allés solliciter les associations du territoire, nous nous sommes mis aussi en quête d'aller demander l'aide à l'ensemble des communes. Et nous avons été relativement bien accueillis par les autres communes. Et des familles sur certaines petites communes ont, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 4-5 mois, accueilli à leur domicile des familles ukrainiennes avant que nous trouvions des solutions sur la ville-centre. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure, alors oui, peut-être qu'en territoire rural, c'est plus facile de se mettre en route et d'organiser un accueil de familles réfugiées. Après, la trop grande ruralité fait que ça devient compliqué. Et je pense qu'il faut des villes au moins de la taille de la ville d'Autun, à peu près de 15 000 habitants. Parce qu'après, il y a tout ce qui est l'administratif à mettre en route, tout ce qui est le lien avec Pôle emploi, etc. etc. Et le fait d'être vraiment dans des petites communes trop éloignées de la ville-centre, c'est d'autres problèmes qui se posent. C'est le problème de la mobilité. Je propose, il y avait une deuxième partie qu'on va aborder de manière très, très brève, c'est la prospective, c'est comment l'enjeu est d'apporter des réponses pour améliorer la politique d'accueil à l'instar de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alexis et Didier, quelques mots un peu conclusifs qui pourraient nous donner un peu de punch pour notre engagement pour l'avenir. Certainement pas conclusif. Bon, premièrement, je ne voudrais pas passer pour l'idéaliste de service, voire l'idiot utile. Je suis au contraire extrêmement réaliste. Je suis extrêmement réaliste. Je voudrais bien qu'on précise de qui parle-t-on. On ne parle pas des migrants en général. On parle des clandestins, des irréguliers, de ceux qui meurent en Méditerranée, de ceux qui meurent dans la Manche, etc. La question migratoire actuellement, elle se pose pour eux. Elle ne se pose pas pour les migrants d'une manière générale. Or, il s'avère que ceux-là, on les accueille de la même manière que les migrations précédentes. Or, les migrations précédentes ont migré pour vivre mieux. Ceux-là, celles-là, migrent pour vivre, tout simplement. Et ce que je dis, c'est que l'appareil socio-juridique antérieur ne répond pas au profil de celles et ceux qui viennent aujourd'hui. Et donc il est nécessaire d'inventer quelque chose, parce que la question migratoire aujourd'hui, c'est la question du drame migratoire et non pas de la migration. Et je voudrais ici mettre en garde contre ce que j'appelle la tentation de dissoudre la question du migrant clandestin, irrégulier, celui ou celle qui meurt en Méditerranée, etc., etc., dans la question migratoire en général. La Convention de Genève, elle n'est pas apparue historiquement. Elle est apparue après les camps. C'est qu'il y avait une interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Shoah? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'extermination des Juifs, des homosexuels, des Tziganes, etc., etc. Là, il y avait tout d'un coup, dans le droit européen, une nécessité de répondre. Et Genève a répondu, la Convention de Genève a répondu à cette nouvelle réalité, qui était une réalité nouvelle dans l'histoire européenne. Je dis qu'aujourd'hui, il y a également une réalité migratoire inédite. Et c'est sur cette réalité migratoire inédite que nous devons réfléchir. Et dans des termes extrêmement réalistes. Ceux et celles qui arrivent sont des non-sujets. Le fait que symboliquement, ils détruisent leur papier d'identité pour des raisons stratégiques, etc., c'est aussi symboliquement quelque chose, c'est très très fort. Ce sont des non-sujets. Et quand ils viennent demander l'asile, ce sont encore des non-sujets. Or, comment est-ce que nous pouvons accepter, en Occident, qui avons fondé une culture sur la subjectivité et sur le droit du sujet à être sur Terre, d'être dans la proximité de non-sujets? Quand je dis de non-sujets, c'est comme les déportés dans les camps qui sont des non-sujets. Or, ceux-là ne sont pas déportés, bien sûr, ils sont dans certains campements, ils sont là à côté de nous et ce sont des non-sujets. Par rapport à cette réalité-là, je dis que le droit migratoire antérieur ne répond pas.
Et donc c'est dans une perspective extrêmement réaliste que je me situe. Quand M. Darmanin dit « je serai gentil avec les gentils et méchant avec les méchants », outre l'infantilisme de ce propos, une espèce de politique pour cours d'école, il y a quelque chose d'extrêmement grave. C'est à lui de décider du profil bon ou gentil, bon ou méchant, de celui ou de celle qui vient. Il y a là quelque chose qui, pour moi, est inacceptable dans une culture européenne qui a fait de la subjectivité un des substrats de sa définition. Il y a là la possibilité historique de retourner vers cette mission de l'Europe qui est de définir ce qu'est un sujet et ce qu'est un non-sujet. Et je crois que le migrant, l'exilé, celles et ceux qui viennent vers nous, sont pour nous porteurs de cette occasion d'une redéfinition. Ben, apparemment, vous n'êtes pas l'idiot utile, vu la réaction. Didier Lesky. Non mais d'abord, bien évidemment, il faut avoir un peu d'éthique pour faire de la bonne politique. Voilà. Enfin, un peu, c'est étant un euphémisme. Oui, bien sûr, on a compris, voilà, et je n'en manque pas, et je dirais que de ce point de vue-là, je suis dans une très grande continuité parce que j'essaie d'être fidèle au moins à ce que j'ai été dans mon jeune temps. C'est pour ça, par exemple, que j'ai pris l'exemple du Bund, qui justement a été la projection d'une utopie extrêmement belle, culturelle, et qui malheureusement a été balayée par l'histoire et par le drame de l'histoire, et qui du coup a été obligée de repenser ce que peut être ou ce que peuvent être les nations et ce qu'elles ne peuvent pas être. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder comme défaite historique de l'idée que la nation pouvait être complètement dépassée, puisque c'était ça l'enjeu. Bon. La deuxième chose quand même, c'est que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire non, tous ceux qui viennent ne sont pas des musulmans, pour dire au sens des camps, c'est pas vrai, c'est même absurde de dire ça, parce que ça ne permet pas du reste de leur attribuer les droits qui sont les leurs et qui peuvent être très précisément pris en charge. Et ils ne sont pas sans nom. Je rappelle que par exemple les premières nationalités qui traversent la Méditerranée du côté de l'Espagne, ce sont les Algériens, les Marocains. Ils ne sont pas sans nationalité, et et c'est là la complexité, ils sont d'une certaine manière les mêmes que ceux qui viennent, en partie les mêmes que ceux qui viennent à travers le regroupement familial, puisque le regroupement familial est le premier vecteur de l'immigration en France. Et donc c'est pas aussi simple que ça. La deuxième chose, c'est que c'est pas vrai que quand les gens sont inscrits comme demandeurs d'asile, il reste des sujets de non-droit. C'est tout le contraire. On leur attribue des droits médicaux, un droit à l'allocation, un droit à l'hébergement, un droit à une prise en charge. Et la politique publique est structurée autour de ça. Alors après, il y a une question qui est autrement plus difficile, c'est effectivement ceux à qui, à un moment donné, on refuse le statut de la Convention de Genève, qui n'a pas été fait en réponse au camp. Je veux dire, c'est historiquement faux. Je veux dire, c'était plus. Je vous en prie. Mais on peut en débattre. Oui, mais il y a une spécialiste en face, donc qui est beaucoup plus calée que moi et qui en plus est professeur des universités, ce que je ne suis pas. Et voilà. Mais non, je veux dire, je ne crois pas, en tout cas. Voilà. Mais oui, juste sur ce point, puis... Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais la Convention de Genève, elle a surtout été faite, elle a succédé à l'OIR, donc de 1947, et c'était pour répondre à la question surtout des dissidents soviétiques et des futures ou déjà démocraties populaires. Et d'ailleurs, elle ne s'étendait qu'aux Européens à l'époque. Elle a été élargie en 67. Je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe, sous le contrôle de mon collègue Nucelovici, que ça a été en lien avec la question des camps. Je ne pense pas. Et moi, j'ai jamais lu ça. Et c'est tout. Et la question justement des républicains espagnols. Dans le sillage de 47, oui, bien sûr. Oui. Et 47, c'est après 45. Bon, on se documentera. Voilà, mais Didier, voilà. 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, non, je ne crois pas qu'on puisse, à ce point-là, dire des choses comme ça. Après, en ce qui concerne une bonne politique, puisque il a été demandé un peu d'espoir, je pense que ce qui est fait à Autun
et ce qui est fait globalement par un certain nombre de collectivités locales, ça c'est de la bonne politique. Notre difficulté, c'est l'articulation avec une partie du monde du travail. Et là, on a quelque chose qui est en France particulièrement en retard, parce qu'on a un sous-investissement des partenaires sociaux. Et quand je dis les partenaires sociaux, j'y inclus aussi les organisations syndicales, pour penser, pour réfléchir à la manière dont on insère dans le processus de travail, parce que les personnes veulent accéder à l'autonomie, des personnes qui arrivent, qu'il faut former, et avec lesquelles parfois il faut avoir de la patience, parce que la situation de travail n'est pas immédiate. Les organisations syndicales en Allemagne ont réussi à le faire dans le cadre d'un dialogue avec l'État. Je pense qu'ici, on est en retard là-dessus, et parce que le réflexe premier, c'est de dire simplement, c'est à l'État de s'en charger. Or, il n'y a pas la possibilité, mais il faudrait rentrer sur la différence historique justement dans la structuration de ce qu'on peut appeler la société civile allemande, des organisations caritatives et des organisations syndicales, mais il y a quelque chose comme ça qui est à réfléchir. La deuxième chose, c'est le problème du logement. Je rappelle que c'est le contingent préfectoral qui aujourd'hui fait l'essentiel des sorties des réfugiés vers le logement à partir des centres d'accueil, et je rajoute les baux glissants qui sont organisés, etc. Or là, on a quelque chose qui est une difficulté pour les collectivités locales, difficulté d'autant plus grande que la construction n'a pas repris en France, et c'est un problème majeur pour l'ensemble de la société, mais en particulier pour les 200 000 personnes à qui on a donné le statut de réfugié ces cinq dernières années, et la facilité de trop de collectivités locales, c'est simplement de dire, c'est au contingent préfectoral de prendre en charge. Or, le contingent préfectoral prend en charge toute une série de publics qui sont prioritaires dans le cadre de la politique du logement d'abord. Enfin, voilà. Et là, on a une difficulté majeure. Et si la question du logement n'est pas prise globalement dans les prochains mois et des prochaines années, les difficultés vont s'accentuer sur l'ensemble de la population, et les perdants de tout ça, ce seront effectivement les derniers arrivés, parce que les catégories populaires sont directement en concurrence avec les derniers arrivés. Et là, on a le vote Rassemblement national, et c'est pour dire que j'ai terminé, et merci beaucoup pour ce débat.